Dans les annales sombres des tragédies familiales canadiennes, peu d'histoires rivalisent avec l'affaire troublante de Mary Tuplin. Cette saga macabre, qui se déroula sur l'île du Prince-Édouard entre 1887 et 1888, révèle comment les secrets familiaux, la lâcheté masculine et les conventions sociales de l'époque victorienne peuvent converger vers une tragédie inévitable. Préparez-vous à découvrir une histoire où l'amour interdit, l'abandon et la vengeance s'entremêlent dans un récit glaçant qui marquera à jamais votre mémoire. Les collines ondulantes de l'île du Prince-Édouard s'étendaient à perte de vue, leurs pentes douces couvertes d'une herbe d'un vert éclatant qui ondulait sous la brise marine du golfe du Saint-Laurent. En cette fin de printemps 1887, la petite communauté de Margate respirait la tranquillité rurale typique des colonies canadiennes. Les fermes dispersées, avec leurs granges en bois rouge et leurs clôtures de pierre, témoignaient du labeur acharné des familles d'immigrants irlandais et écossais qui avaient fait de cette terre leur nouveau foyer. Au cœur de ce paysage bucolique se dressait la modeste demeure des Tuplin, une famille catholique respectée dont les racines plongeaient profondément dans le sol fertile de l'île. La maison de bois blanc, aux volets verts et à la véranda accueillante, abritait Patrick Tuplin, un homme aux épaules larges et aux mains calleuses par des décennies de travail agricole. Sa femme Margaret, une femme pieuse aux cheveux prématurément grisonnants, et leurs 10 enfants. Mary Pickering Tuplin, âgée de 17 ans, était la 7e de cette nombreuse progéniture. Née le 15 mars 1870, elle avait grandi au rythme des saisons agricoles. Ses journées rythmées par la traite des vaches à l'aube, le soin aux poules et l'aide aux travaux des champs lors des moissons. Ses cheveux auburn, héritage de ses ancêtres irlandais, captaient les rayons du soleil matinal, tandis qu'elle vaquait à ses tâches quotidiennes. Ses yeux verts pétillaient d'une intelligence vive et d'une curiosité naturelle qui contrastait avec la simplicité de sa vie rurale. Ce matin-là, Mary se tenait près de la fenêtre de la cuisine, observant les champs de pommes de terre qui s'étendaient vers l'horizon. L'odeur du pain fraîchement sorti du four embaumait la pièce, mêlée aux effluves de café fort que sa mère préparait pour les hommes avant qu'ils ne partent au champ. Margaret Tuplin, les manches retroussées et un tablier noué autour de la taille, pétrissait énergiquement la pâte pour le repas de midi. « Mary, ma chérie, » appela Margaret d'une voix douce mais ferme. « Peux-tu aller chercher les œufs dans le poulailler ? Mrs. Campbell doit passer ce matin pour en acheter une 12. » Mary hocha la tête et attrapa le panier en osier près de la porte arrière. En sortant, elle croisa son frère aîné, Thomas, qui revenait de l'étable avec des seaux de lait fumant. Thomas, âgé de 24 ans, était le pilier de la famille depuis que leur père avait commencé à souffrir de rhumatisme chronique. Ses traits burinés par le soleil et le vent témoignaient d'une vie consacrée au dur labeur agricole. « Bonjour, petite sœur, » dit-il en lui ébouriffant affectueusement les cheveux. « As-tu bien dormi ? Tu semblais agitée hier soir. » Mary rougit légèrement, détournant le regard. Ces dernières semaines, le sommeil lui échappait souvent, troublé par des pensées qu'elle n'osait partager avec personne. « Ça va, Thomas ? Juste un peu fatigué, c'est tout. » Thomas fronça les sourcils, remarquant les cernes sous les yeux de sa sœur et sa pâleur inhabituelle. « Mary, si quelque chose te tracasse, tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas ? Nous sommes une famille, nous nous soutenons les uns les autres. » La jeune fille acquiesça rapidement et se dirigea vers le poulailler, son cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû. Comment pourrait-elle expliquer à son frère, à sa famille, le secret qu'elle portait ? Comment pourrait-elle avouer que sa vie était sur le point de basculer irrémédiablement ? Le poulailler, construit en planches de cèdre blanchies par les intempéries, abritait une 20aine de poules rousses qui caquetaient joyeusement en la voyant approcher. Mary déverrouilla la petite porte et pénétra dans l'espace confiné, rempli de l'odeur chaude et réconfortante de la paille et du foin. Elle connaissait chaque recoin, chaque perchoir, ayant passé d'innombrables matinées à collecter les œufs depuis son enfance. Alors qu'elle plaçait délicatement les œufs tièdes dans son panier, Mary entendit le bruit de sabots sur le chemin de terre qui menait à leur propriété.
En jetant un coup d'œil par la petite fenêtre du poulailler, elle aperçut William Millman, qui descendait de son cheval alezan. Son cœur fit un bond dans sa poitrine, mélange d'excitation et d'appréhension qui la submergeait chaque fois qu'elle le voyait. William, âgé de 19 ans, était le fils de John Millman, propriétaire de la ferme voisine située à environ 1 mile de chez les Tuplin. Grand et élancé, avec des cheveux châtain clair et des yeux bleus perçants, William possédait ce charme naturel qui ne laissait aucune jeune fille indifférente dans la région. Il travaillait dur sur la terre familiale, mais rêvait secrètement d'aventures au-delà des frontières de l'île. Mary sortit précipitamment du poulailler, lissant sa robe de coton bleu et tentant de discipliner ses cheveux qui s'échappaient de sa coiffe. Elle rejoignit William près de l'entrée principale de la maison, où il attachait les rênes de son cheval au poteau prévu à cet effet. « Bonjour, Mary, » dit William avec ce sourire qui faisait battre son cœur plus vite. « Comment allez-vous en cette belle matinée ?»« Très bien, merci, William, » répondit-elle, s'efforçant de garder une voix posée malgré l'émotion qui l'envahissait. « Que nous vaut l'honneur de votre visite si tôt ?» William jeta un regard circonspect autour de lui avant de s'approcher légèrement de Mary. « J'espérais pouvoir vous parler en privé, si c'est possible. Il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. » Mary sentit son estomac se nouer. Elle savait, au fond d'elle, de quoi il voulait parler. Depuis leur dernière rencontre secrète près du ruisseau d'Hill Creek, 3 semaines plus tôt, elle attendait ce moment avec un mélange de terreur et d'espoir. Elle hocha la tête et désigna le petit bosquet de bouleaux qui se trouvait à l'écart des bâtiments principaux. Ils marchèrent en silence jusqu'aux arbres, leurs pas crissant sur l'herbe humide de rosée. Une fois à l'abri des regards indiscrets, William se tourna vers Mary, son visage exprimant une gravité inhabituelle. « Mary !» commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Ces dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi à notre situation. Je sais que ce que nous avons fait était que nous n'aurions pas dû... » Mary sentit les larmes monter à ses yeux. « William, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous ressentez réellement. Je ne peux plus supporter cette incertitude. » William prit ses mains dans les siennes, remarquant leur froideur, malgré la douceur matinale. « Je vous aime, Mary. Je vous aime de tout mon cœur, mais la situation est compliquée. Ma famille a des attentes, des projets pour moi. Mon père parle déjà d'un mariage arrangé avec Margaret Campbell, la fille du marchand de Charlottetown. » Le sang de Mary se glaça dans ses veines. Margaret Campbell, une jeune fille de bonne famille, éduquée et fortunée, tout ce qu'elle n'était pas. Et moi, William, que deviendrais-je dans vos projets ? William détourna le regard, incapable de soutenir l'intensité douloureuse des yeux verts de Mary. Je ne sais pas encore. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour trouver une solution. »« Du temps ?» répéta Mary, sa voix se brisant légèrement. « William, il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose qui ne peut plus attendre. » William leva les yeux vers elle, une lueur d'appréhension traversant son regard. Mary prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage pour prononcer les mots qui changeraient leur vie à jamais. « Je porte votre enfant, William, depuis 3 mois maintenant. » Le silence qui suivit fut assourdissant. William sembla se pétrifier, son visage passant par une gamme d'émotions, surprise, peur, confusion. Mary observait chacune de ses expressions, son cœur se brisant un peu plus à chaque seconde qui s'écoulait. « Vous en êtes certaine ?» murmura-t-il finalement. Mary hocha la tête, ses yeux maintenant remplis de larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. « Ma mère commence à avoir des soupçons. Elle a remarqué mes nausées matinales, ma fatigue. Il ne faudra plus longtemps avant qu'elle ne découvre la vérité. » William passa ses mains dans ses cheveux, son regard perdant sa focus habituelle. « Mon Dieu, Mary, qu'allons-nous faire ? Si cela se sait, je serai banni de ma famille, de ma communauté, » compléta Mary, sa voix empreinte d'une amertume qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Une fille-mère, William. Dans notre communauté catholique, c'est pire que la mort. » William la prit dans ses bras, sentant son corps trembler contre le sien. « Je trouverai une solution, Mary, je vous le promets. Nous trouverons un moyen de nous en sortir. »
Mais même tandis qu'il prononçait ces mots, Mary pouvait entendre l'incertitude dans sa voix. Elle se dégagea doucement de son étreinte et le regarda dans les yeux. « M'épouseriez-vous, William, malgré tout ce que cela pourrait vous coûter ?» La question flotta dans l'air matinal comme une épée de Damoclès. William ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Cette hésitation, ce silence, fut plus éloquent que n'importe quelle parole. Mary recula d'un pas, essuyant ses larmes du revers de sa main. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Votre silence est une réponse en soi. »« Mary, attendez !» implora William, tendant la main vers elle. « Ce n'est pas ce que vous pensez. J'ai juste besoin de temps pour organiser les choses correctement, pour convaincre ma famille, pour trouver une façon de vous débarrasser de moi et de cet enfant, » l'interrompit Mary, sa douleur se transformant en colère. « Ne me prenez pas pour une idiote, William Millman. Je connais les histoires d'autres filles dans ma situation. Je sais comment cela se termine habituellement. » William saisit son poignet, mais elle se dégagea vivement. « Mary, je vous en prie, ne partez pas comme ça. Donnez-moi une semaine, juste une semaine pour réfléchir à tout cela. » Mary le regarda longuement, cherchant dans ses yeux bleus une lueur d'espoir, une promesse sincère. Mais tout ce qu'elle y trouva fut la peur et l'hésitation d'un jeune homme pris au piège entre ses désirs et les conventions sociales. « Une semaine, » répéta-t-elle finalement. « Mais après cela, William, je devrais prendre mes propres décisions. Je ne peux pas rester dans cette incertitude éternellement. » William hocha la tête avec empressement. « Oui, une semaine. Je vous donnerai une réponse définitive d'ici là. » Mary se dirigea vers la maison, laissant William seul sous les bouleaux. En rentrant dans la cuisine, elle trouva sa mère qui l'attendait, les bras croisés et une expression inquiète sur le visage. « Qui était-ce, Mary ?» demanda Margaret Tuplin. « William Millman, maman. Il venait demander si papa avait besoin d'aide pour la récolte de foin. » Margaret étudia le visage de sa fille, notant ses yeux rougis et sa pâleur. « Mary, ma chérie, vous allez bien? Vous semblez bouleversée. » Mary força un sourire et plaça le panier d'œufs sur la table de cuisine. « Tout va bien, maman. Je suis juste un peu fatiguée. De où vous m'accompagnez? Laissez-nous dans les commentaires. » 3 jours s'écoulèrent dans un silence lourd de non-dits. Mary tentait de maintenir une façade de normalité, mais l'anxiété rongeait chacune de ses pensées. Elle n'avait reçu aucun signe de William depuis leur conversation sous les bouleaux, et chaque jour qui passait rendait l'espoir plus ténu. Ce jeudi matin, 23 juin 1887, un événement inattendu vint bouleverser encore davantage l'équilibre précaire de la famille Tuplin. James, le frère aîné de Mary, âgé de 26 ans, était rentré la veille de ses travaux saisonniers dans les chantiers forestiers du Nouveau-Brunswick. Il avait toujours été le plus robuste des enfants Tuplin, avec des épaules larges et des bras musclés par des années de maniement de haches et de scies. Mais son retour était assombri par une toux persistante et une pâleur inquiétante. Margaret Tuplin, déjà préoccupée par la situation de Mary, remarqua immédiatement l'état de santé précaire de son fils aîné. James toussait violemment, crachant parfois du sang, et ses accès de fièvre alternaient avec des frissons qui le laissaient tremblant et épuisé. Le docteur Morrison, appelé d'urgence depuis Charlottetown, confirma les craintes de la famille. James souffrait de tuberculose, cette maladie redoutable qui ravageait les poumons et emportait tant de vie dans ces contrées humides et froides. « Il faut l'isoler », déclara le médecin, un homme âgé aux cheveux blancs et au regard grave. « La tuberculose est hautement contagieuse. Il ne doit avoir de contact qu'avec une seule personne de la famille, et cette personne doit prendre toutes les précautions nécessaires. » Patrick Tuplin, le patriarche de la famille, accueillit cette nouvelle comme un coup de massue. Perdre un fils était déjà une épreuve terrible, mais voir James dépérir lentement, jour après jour, était une torture psychologique qui dépassait ses forces. C'est Mary qui se porta volontaire pour s'occuper de son frère malade. « Je vais m'occuper de lui », dit-elle d'une voix ferme, surprenant toute la famille par sa détermination. « James a toujours été là pour moi quand j'étais petite. C'est à mon tour de prendre soin de lui. » Margaret regarda sa fille avec inquiétude. « Mary, dans votre état, c'est dangereux.
Si vous contractez la maladie, je ferai attention, maman, mais James a besoin de quelqu'un et je ne peux pas rester les bras croisés. En réalité, Mary voyait dans cette tâche une façon de s'isoler, d'éviter les questions et les regards inquisiteurs de sa famille et des voisins. S'occuper de James lui donnait une excuse légitime pour limiter ses contacts sociaux tout en attendant la décision de William. James fut installé dans une petite chambre au grenier, loin des autres membres de la famille. Mary y passait de longues heures, lui apportant ses repas, changeant ses draps trempés de sueur et tentant de le réconforter pendant ses crises les plus violentes. Entre deux accès de toux, James trouvait encore la force de plaisanter ou de raconter des histoires de ses aventures dans les forêts du Nouveau-Brunswick. « Tu sais, petite sœur, » dit-il un après-midi, sa voix rendue rauque par la maladie, « j'ai rencontré des hommes de toutes sortes là-bas, des Français, des Anglais, des Écossais, même quelques Micmacs. Tous unis par le même travail, la même sueur, les mêmes espoirs d'un avenir meilleur. » Mary écoutait ces récits tout en épongeant son front fiévreux. « Vous regrettez d'être rentré ?» James toussa violemment avant de répondre. « Non, ma chérie, ma place est ici, avec ma famille. Et puis, ajouta-t-il avec un sourire faible, j'ai le sentiment que tu as besoin de moi en ce moment. » Mary sursauta. « Que voulez-vous dire ? Je ne suis pas aveugle, Mary. Même malade, je vois bien que quelque chose te tracasse. Tu as cette même expression que maman avait quand elle portait le petit Edward. Ce mélange de joie et de terreur. » Les joues de Mary s'empourprèrent. « James, Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit si tu n'en as pas envie, » l'interrompit-il doucement. « Mais sache que quoi qu'il arrive, tu auras toujours mon soutien. Nous sommes une famille, Mary. Nous ne nous abandonnons jamais les uns les autres. » Ces paroles touchèrent profondément Mary, et elle dut lutter pour retenir ses larmes. James était peut-être mourant, mais il trouvait encore la force de s'inquiéter pour elle. Cette générosité d'esprit, cette loyauté familiale inconditionnelle, contrastait cruellement avec l'attitude de William. Le vendredi soir, 5e jour depuis sa conversation avec William, Mary reçut enfin un message. Ce n'était pas William lui-même qui vint, mais son jeune frère Peter, âgé de 14 ans, qui apporta une lettre brève et formelle. « Chère Mary, les circonstances actuelles rendent notre situation impossible. Ma famille a d'autres projets pour moi, et je ne peux pas les décevoir. Je pense qu'il serait préférable que nous ne nous revoyions plus. J'espère que vous comprendrez et que vous trouverez une solution à votre problème. » Respectueusement, William Milman Mary lut et relut la lettre, chaque mot s'enfonçant dans son cœur comme un poignard. « Votre problème. Pas notre problème, pas notre enfant, mais votre problème. » En quelques lignes, William avait renié toute responsabilité, l'abandonnant à son sort avec une froideur qui la glaça jusqu'aux os. Elle monta dans sa chambre et s'effondra sur son lit, la lettre serrée dans son poing. Les larmes coulaient maintenant librement, emportant avec elles les derniers vestiges de ses illusions romantiques. William ne l'épouserait pas. Il ne reconnaîtrait pas son enfant. Elle était seule, complètement seule, dans une société qui ne pardonnait pas de telles situations. Margaret la trouva ainsi 1 heure plus tard, recroquevillée sur son lit, la lettre froissée à côté d'elle. Elle n'eut pas besoin d'explication pour comprendre ce qui s'était passé. Elle s'assit sur le lit et prit sa fille dans ses bras. « Il a refusé, » dit Mary d'une voix brisée. « Il dit que sa famille a d'autres projets pour lui. » Margaret serra les dents, luttant contre la colère qui montait en elle. « Ce lâche, » murmura-t-elle, « ce misérable lâche. Que vais-je faire, maman? Dans quelques mois, tout le monde saura. Je ne peux pas vous faire subir cette honte. » « Mary, écoutez-moi bien, » dit Margaret, en prenant le visage de sa fille entre ses mains. « Demain, nous en parlerons à votre père. Nous trouverons une solution ensemble. Peut-être pourrions-nous vous envoyer chez ma sœur à Halifax jusqu'à la naissance. Ensuite, nous verrons. » Mary hocha la tête, s'accrochant à cette lueur d'espoir. Au moins, elle n'était pas complètement abandonnée. Sa famille l'aiderait, même si cela leur coûtait socialement. Le samedi matin, Margaret prit son courage à 2 mains et révéla la vérité à Patrick. Comme elle s'y attendait, la nouvelle provoqua une explosion de colère chez le patriarche.
Patrick Tuplin était un homme de principe, profondément religieux et attaché aux traditions. L'idée que sa fille puisse avoir eu des relations intimes hors mariage le révoltait autant que le comportement de William l'indignait. « Cette petite traînée va nous couvrir de honte », rugit-il, arpentant la cuisine comme un lion en cage. « Et ce Milman, ce fils de... Comment ose-t-il séduire ma fille et l'abandonner ensuite ?»« Patrick, calmez-vous, » intervint Margaret. « Crier ne résoudra rien. Mary a besoin de notre aide, pas de nos reproches. » Patrick s'arrêta net et regarda sa femme. « Notre aide, vous savez ce que cela signifie pour notre réputation, pour celle de nos autres enfants? Qui voudra épouser nos filles après ça? Mary reste notre fille, quoi qu'elle ait fait. Et cet enfant sera notre petit enfant. » Patrick passa ses mains dans ses cheveux grisonnants, visiblement tiraillés entre sa colère, sa déception et son amour paternel. Finalement, il s'affaissa sur une chaise, soudain vieilli de 10 ans. « Que proposez-vous » demanda-t-il d'une voix lasse. « Nous l'envoyons chez ma sœur Catherine à Halifax. Elle accouchera là-bas et ensuite, nous verrons. Peut-être pourra-t-elle faire adopter l'enfant et revenir ici. » Patrick réfléchit longuement à cette proposition. Catherine était une veuve sans enfant qui tenait une pension de famille à Halifax. Elle avait toujours été discrète et compréhensive. C'était probablement la meilleure solution dans ces circonstances dramatiques. « D'accord, » dit-il finalement, « mais elle doit partir avant que son état ne devienne évident. Nous dirons qu'elle est allée aider Catherine avec sa pension. Personne ne doit soupçonner la véritable raison. » Margaret acquiesça, soulagée que son mari accepte cette solution. « Je vais écrire à Catherine aujourd'hui même. » C'est à ce moment-là que Thomas entra dans la cuisine, revenant des champs pour le déjeuner. Il remarqua immédiatement l'atmosphère tendue et les visages sombres de ses parents. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, posant son chapeau sur la table. « Vous avez l'air bouleversé. » Patrick et Margaret échangèrent un regard. Thomas était l'aîné après James et il méritait de connaître la vérité, surtout qu'il faudrait son aide pour maintenir le secret. « Assieds-toi, mon fils, » dit Patrick d'une voix grave. « Il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de Mary. » Thomas s'installa, une expression d'inquiétude grandissante sur son visage. Quand Patrick lui révéla la situation, Thomas resta silencieux pendant un long moment, assimilant la nouvelle. « William Milman, » répéta-t-il finalement, sa voix vibrant d'une colère contenue. « Ce salaud l'a abandonné ?»« Thomas, votre langage !» réprimanda Margaret, bien qu'elle partageât son sentiment. « Excusez-moi, maman, mais je ne trouve pas d'autres termes pour qualifier ce comportement. » Thomas se leva brusquement. « Je vais aller lui parler, moi, lui faire comprendre ses responsabilités. »« Non !» s'exclama Patrick. « Tu ne feras qu'empirer les choses. Si tu te ranges chez les Milman, toute l'île sera au courant avant la fin de la journée. » Thomas serra les poings, frustré par son impuissance. « Alors nous allons le laisser s'en tirer comme ça, le laisser ruiner la vie de notre sœur sans conséquence ?»« Pour l'instant, oui, » dit Margaret tristement. « Mary a besoin de calme et de discrétion, pas d'un scandale public. » Le reste de cette journée se déroula dans une atmosphère pesante. Mary, informée de la décision familiale, accepta avec résignation l'idée de partir pour Halifax. Elle savait que c'était probablement sa seule chance de préserver un semblant de respectabilité future. Le dimanche 26 juin, la famille Tuplin se rendit à la messe comme à l'accoutumée. L'église Saint-Patrick de Margate était un modeste édifice en bois blanc avec un clocher élancé qui dominait le paysage rural. Le père McKenna, un prêtre irlandais aux cheveux argentés et au regard perçant, officiait devant une 50aine de paroissiens. Mary s'efforçait de paraître normale, mais elle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs vers les bancs où s'installait habituellement la famille Milman. William était là, vêtu de son costume du dimanche, l'air parfaitement détendu. Il évitait soigneusement de regarder dans sa direction, ce qui confirmait à Mary que leur histoire était définitivement terminée pour lui. Pendant le sermon, le père McKenna parla de responsabilité morale et de fidélité aux valeurs chrétiennes. Ses paroles semblaient s'adresser directement à Mary, et elle dut lutter pour ne pas fondre en larmes au milieu de l'assemblée. Après la messe,
Alors que les fidèles se dispersaient sur le parvis de l'église, Mary aperçut William qui discutait avec Margaret Campbell près du portail. La jeune fille, élégamment vêtue d'une robe de soie bleue, riait aux plaisanteries de William avec cette aisance sociale que Mary n'avait jamais possédée. Thomas, remarquant la direction du regard de sa sœur, posa une main protectrice sur son épaule. « Ne les regardez pas, Mary. Ils ne méritent pas une seconde de votre attention. » Mais Mary ne pouvait détacher ses yeux de cette scène. Voir William courtiser ouvertement Margaret Campbell, si peu de temps après l'avoir abandonnée, était plus douloureux que tous les reproches qu'elle avait pu imaginer. Elle comprenait maintenant qu'elle n'avait jamais été qu'une distraction pour lui, un simple plaisir passager sans importance. « Mary !» appela une voix familière. Elle se retourna pour voir Sarah Mitchell, sa meilleure amie d'enfance, qui s'approchait avec un sourire radieux. Sarah, âgée de 18 ans, était fiancée à Robert Cameron, un jeune fermier de la région voisine. « Comment allez-vous ? Il y a si longtemps que nous n'avons pas eu l'occasion de vraiment parler, » dit Sarah, en l'embrassant chaleureusement. « Je vais bien, Sarah. Et vous ? Les préparatifs du mariage avancent-ils ? » « Oh oui, la cérémonie aura lieu en septembre. J'espère que vous serez ma demoiselle d'honneur, comme nous en avions parlé. » Mary sentit son cœur se serrer. En septembre, elle serait à Halifax, probablement sur le point d'accoucher. J'aimerais beaucoup, Sarah, mais je ne sais pas encore si je serai disponible. Sarah fronça les sourcils, surprise. « Comment ça? Vous avez d'autres projets? Ma tante Catherine, à Halifax, a besoin d'aide avec sa pension. Je vais probablement partir l'aider pendant quelques mois. »« Oh, quel dommage !» s'exclama Sarah, visiblement déçue. « Mais c'est généreux de votre part d'aider votre famille. » Mary hocha la tête, détestant devoir mentir à sa meilleure amie. Mais elle n'avait pas le choix. Le mensonge était devenu une nécessité pour préserver ce qui restait de sa réputation. En rentrant de l'église, la famille trouva James dans un état particulièrement alarmant. Sa fièvre avait encore augmenté et ses accès de toux étaient si violents qu'il crachait maintenant du sang en quantité inquiétante. Mary passa l'après-midi à son chevet, tentant de le réconforter, tandis que sa vie s'échappait lentement. « Mary, » murmura James dans un moment de lucidité, « promettez-moi quelque chose. Tout ce que vous voudrez, James. Quoi qu'il arrive dans votre vie, ne perdez jamais votre bonté, ne laissez pas l'amertume vous ronger le cœur. » Mary prit sa main fiévreuse dans la sienne. « Je vous le promets. Et ce bébé que vous portez, » continua James, sa voix à peine audible, « aimez-le inconditionnellement. Il n'est pas responsable des circonstances de sa conception. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Mary. « Vous le savez depuis longtemps, n'est-ce pas ?» James esquissa un faible sourire. Depuis le premier jour où je vous ai vu revenir de vos promenades près d'Hill Creek, vous aviez cette lueur particulière dans les yeux, celle des femmes amoureuses. Et puis, les signes physiques sont devenus évidents. Vous ne me jugez pas? Qui suis-je pour juger quiconque? Nous sommes tous imparfaits, Mary. Ce qui compte, c'est d'apprendre de nos erreurs et de continuer à aimer malgré la douleur. Ces paroles resteront gravées dans le cœur de Mary, comme un testament spirituel de son frère bien-aimé. Le lundi 27 juin au soir, James rendit son dernier souffle. Mary tenait sa main quand il s'éteignit paisiblement, un léger sourire sur les lèvres, comme s'il avait trouvé la paix tant cherchée. Sa mort plongea toute la famille dans une profonde tristesse. Mais pour Mary, cette perte était particulièrement cruelle. James avait été son confident, son protecteur, et maintenant elle devait affronter seule les épreuves qui l'attendaient. Les préparatifs funéraires occupèrent les 2 jours suivants. Selon la tradition locale, le corps de James fut exposé dans le salon familial, et les voisins vinrent présenter leurs condoléances. La maison Tuplin se remplit de murmures de prières et de l'odeur entêtante des couronnes de fleurs. William Millman vint également présenter ses respects, accompagné de ses parents. Mary l'observa depuis l'escalier, notant sa prestance et son apparente sincérité en exprimant ses condoléances à ses parents. Personne n'aurait pu deviner qu'il avait abandonné leur fille quelques jours plus tôt. Le mercredi 29 juin, jour de l'enterrement,
L'église Saint-Patrick était comble. James était apprécié dans la communauté pour sa générosité et son travail acharné. Le père McKenna prononça une émouvante oraison funèbre, évoquant la vie trop brève mais bien remplie du jeune homme. Mary, vêtue de noir et voilée, se tenait entre sa mère et Thomas. Elle se sentait étrangement détachée de la cérémonie, comme si elle observait la scène de l'extérieur. La mort de James marquait la fin d'une époque dans sa vie, et elle pressentait que plus rien ne serait jamais comme avant. Après l'inhumation au petit cimetière de Margat, les familles et amis se rassemblèrent chez les Tuplin pour le repas traditionnel. Mary aidait sa mère à servir les invités quand elle surprit une conversation entre deux voisines près de la fenêtre de la cuisine. « Cette pauvre famille », murmurait Mrs. Campbell, la mère de Margaret Campbell. « Perdre un fils si jeune, c'est terrible. »« Oui, » répondit Mrs. Morrison, « et j'ai entendu dire que Mary allait partir aider sa tante à Halifax. Étrange timing, vous ne trouvez pas ?»« Comment ça ?»« Oh, vous savez comme moi que les jeunes filles partent souvent aider une parente quand elles ont des problèmes. » De réputation. Mary sentit son sang se glacer. Les commérages avaient déjà commencé, malgré toutes les précautions de sa famille. Dans une petite communauté comme Margate, les secrets étaient difficiles à garder. « Vous n'insinuez tout de même pas que Mary... » commença Mrs. Campbell. « Je n'insinue rien du tout, » répondit Mrs. Morrison avec un sourire en coin. « Je dis simplement que le timing est curieux. Et puis, avez-vous remarqué comme elle a évité William Millman aujourd'hui? Ils étaient pourtant proches avant. » Mary s'éloigna rapidement, le cœur battant. Si les soupçons commençaient déjà à circuler, son départ pour Halifax devenait encore plus urgent. Ce soir-là, après le départ du dernier invité, la famille Tuplin se retrouva seule pour la première fois depuis la mort de James. L'absence du fils aîné créait un vide palpable dans la maison, et chacun tentait de s'adapter à cette nouvelle réalité. Mary s'apprêtait à monter dans sa chambre quand sa mère l'interpella. « Mary, j'ai reçu une réponse de Catherine aujourd'hui. Elle accepte de vous accueillir. » Mary se retourna vers ses parents. « Quand dois-je partir ?»« Le plus tôt possible, » répondit Patrick. « Demain, si c'est faisable. Thomas vous accompagnera jusqu'à Charlottetown pour prendre le bateau. » Mary hocha la tête, une boule d'angoisse se formant dans sa gorge. Tout allait si vite. En l'espace d'une semaine, sa vie avait complètement basculé. Elle avait perdu l'homme qu'elle aimait, son frère était mort, et maintenant elle devait quitter sa famille et son foyer natal. « Maman, » dit-elle d'une voix tremblante, « et si je ne reviens jamais? Et si Halifax devient ma nouvelle vie ?» Margaret s'approcha de sa fille et l'enlaça tendrement. « Vous reviendrez, ma chérie. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas dans les mêmes circonstances, mais cette terre est votre maison. Vous y reviendrez un jour. Si cette histoire macabre te laissa avec des frissons, partage avec un ami qui adore les contes de terreur. » Halifax, juillet 1887. La capitale de la Nouvelle-Écosse bouillonnait d'activité en cette fin d'été. Les rues pavées résonnaient du bruit des charrettes, des cris des marchands ambulants et du sifflement des trains qui arrivaient à la gare intercoloniale. Pour Mary, habituée au calme pastoral de l'île du Prince-Édouard, cette cacophonie urbaine était à la fois excitante et terrifiante. Catherine MacLeod, la sœur de Margaret Tuplin, était une femme de 45 ans à l'allure stricte mais au cœur généreux. Veuve depuis 10 ans, elle dirigeait une pension de famille respectable sur Barrington Street, près du port. Quand elle accueillit Mary à la gare maritime, elle remarqua immédiatement la pâleur de sa nièce et ses yeux rougis par les pleurs. « Ma pauvre enfant !» dit Catherine en l'enlaçant chaleureusement. « Votre mère m'a tout expliqué dans sa lettre. Vous êtes ici chez vous maintenant et nous traverserons cette épreuve ensemble. » La pension MacLeod était une maison à 3 étages en briques rouges avec des balcons en fer forgé typiques de l'architecture haligonienne du XIXe siècle. Elle abritait une douzaine de pensionnaires, des commis voyageurs, quelques instituteurs célibataires et des employés du port. Catherine avait aménagé pour Mary une petite chambre au 2e étage, simple mais confortable, avec vue sur la rue animée. Officiellement, expliqua Catherine en aidant Mary à s'installer, vous êtes ici pour m'aider à tenir la pension. Personne ne posera de questions indiscrètes si nous restons discrètes.
Mary hocha la tête, reconnaissante de la prévoyance de sa tante. Catherine avait déjà vécu des situations similaires. Halifax était un port cosmopolite où les drames humains n'étaient pas rares, et elle savait comment préserver la réputation de ceux qui venaient chercher refuge dans sa maison. Les premières semaines furent difficiles. Mary souffrait de nausées matinales sévères qui la laissaient épuisée, et la nostalgie de sa terre natale l'accablait. Elle écrivait régulièrement à sa famille, des lettres soigneusement euphémisées qui ne révélaient rien de son véritable état d'esprit. En retour, elle recevait des nouvelles de Margaret. Les récoltes s'annonçaient bonnes, Thomas avait pris en charge une grande partie du travail de la ferme, et les commérages sur son départ s'étaient heureusement calmés. Mais une lettre reçue à la mi-juillet vint bouleverser sa tranquillité relative. Elle était signée de William Millman lui-même. « Chère Mary, j'apprends que vous avez quitté l'île pour Halifax. Je ne peux m'empêcher de me sentir responsable de cette décision. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi à notre situation et à la façon dont j'ai géré les choses. Je reconnais que j'ai été lâche et irréfléchi. Je sais qu'il est probablement trop tard pour réparer le mal que j'ai causé, mais je voulais que vous sachiez que je regrette profondément ma conduite. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous aider, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Avec tous mes regrets, William Mary lut et relut cette lettre, partagée entre la colère et un reste d'espoir. Ses excuses tardives changeaient-elles quoi que ce soit à sa situation? William était-il sincère ou tentait-il simplement d'apaiser sa conscience? Elle finit par ranger la lettre sans y répondre, trop blessée pour accorder crédit à ses remords qui arrivaient si tard. Catherine, témoin des tourments de sa nièce, décida qu'il était temps de la sortir de sa mélancolie. Elle commença à l'impliquer davantage dans la gestion de la pension, lui confiant des tâches qui l'obligeaient à interagir avec les pensionnaires. Mary découvrit ainsi un monde différent de celui qu'elle avait toujours connu. Parmi les résidents de la pension se trouvait Dr Edmund Morrison, un jeune médecin fraîchement diplômé de l'université Dalhousie. Grand et mince, avec des cheveux bruns et des lunettes à monture d'acier, il possédait cette intelligence tranquille et cette compassion naturelle qui caractérise les bons praticiens. Il avait remarqué Mary dès son arrivée, intrigué par sa beauté mélancolique et sa discrétion. « Mademoiselle Tuplin, dit-il un matin en la croisant dans l'escalier, « permettez-moi de me présenter. Docteur Edmund Morrison, j'ai cru comprendre que vous veniez de l'île du Prince-Édouard. »« En effet, docteur, » répondit Mary avec une politesse réservée. « J'y ai séjourné brièvement l'année dernière pour des consultations médicales. C'est une région magnifique. Vous devez avoir le mal du pays. » Mary sourit tristement. « Parfois, oui, mais Halifax a aussi ses charmes. » Docteur. Morrison hocha la tête avec compréhension. Il avait perçu quelque chose de fragile chez cette jeune femme, une tristesse qu'elle tentait de dissimuler. En tant que médecin, il était habitué à déceler les signes de détresse chez ses patients, et Mary Tuplin portait manifestement un fardeau secret. Au fil des semaines, Dr Morrison et Mary développèrent une amitié respectueuse. Il lui parlait de ses études, de ses projets d'ouvrir un cabinet médical, de ses rêves d'améliorer les conditions sanitaires dans les quartiers populaires d'Halifax. Mary, de son côté, lui racontait sa vie à la ferme, ses frères et sœurs, la beauté des paysages insulaires. Un soir d'août, alors qu'il prenait le thé dans le salon de la pension, Dr Morrison remarqua que Mary portait instinctivement sa main à son estomac, un geste qu'il avait observé plusieurs fois. « Mademoiselle Tuplin, dit-il doucement, puis-je vous poser une question indiscrète? Vous sentez-vous bien? Vous semblez parfois préoccupée par votre santé. » Mary rougit violemment. « Je vais très bien, docteur. Merci de votre sollicitude. » Mais docteur, Morrison avait l'œil exercé. Les signes étaient subtils mais reconnaissables pour un homme de science. La modification de sa silhouette, malgré ses vêtements amples, certains changements dans son teint, sa façon de se mouvoir. Il commençait à soupçonner la véritable raison de sa présence à Halifax. « Mademoiselle Tuplin, dit-il après un moment d'hésitation,
Si jamais vous aviez besoin de conseils médicaux, n'hésitez pas à me consulter. En toute discrétion, bien entendu. Mary le regarda dans les yeux, comprenant qu'il avait deviné. Elle hocha lentement la tête. « Merci, docteur. Je m'en souviendrai. » Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Dr Morrison devint progressivement le confident et le protecteur officieux de Mary. Il veillait discrètement sur sa santé, lui prodiguait des conseils nutritionnels et s'assurait qu'elle ne manquait de rien. Pour Mary, cette présence masculine bienveillante était un réconfort inestimable dans sa solitude. Pendant ce temps, à Margate, la vie continuait son cours habituel, mais l'absence de Mary laissait un vide dans la famille Tuplin. Margaret recevait régulièrement des nouvelles de sa fille, mais elle lisait entre les lignes la tristesse et l'inquiétude que Mary tentait de dissimuler. Thomas, de son côté, avait du mal à accepter l'injustice de la situation. L'idée que William Millman continue sa vie normalement, tandis que sa sœur était en exil, le révoltait. Un soir de septembre, n'y tenant plus, il décida de rendre visite aux Millman pour tenter une dernière fois de faire entendre raison à William. La ferme Millman était plus prospère que celle des Tuplin, avec des bâtiments plus récents et des terres plus étendues. John Millman, le père de William, était un homme influent dans la communauté, membre du conseil municipal et proche du député provincial. Quand Thomas frappa à leur porte, c'est William lui-même qui vint ouvrir. « Thomas Tuplin », dit William, visiblement mal à l'aise. « Que puis-je faire pour vous ?»« Je pense que vous le savez très bien, » répondit Thomas d'un ton glacial. « Nous devons parler. » William jeta un regard nerveux vers l'intérieur de la maison. « Mes parents sont là. Ce n'est peut-être pas le bon moment. » « Il n'y aura jamais de bon moment pour ce genre de conversation, William, mais elle est nécessaire. » Finalement, William accepta de sortir et ils se dirigèrent vers la grange, à l'abri des oreilles indiscrètes. Une fois seul, Thomas ne prit pas de gants. « Ma sœur est partie à Halifax à cause de vous. Elle porte votre enfant et vous l'avez abandonnée comme une moins que rien. » William baissa la tête, incapable de soutenir le regard accusateur de Thomas. « Je sais que j'ai mal agi. Je l'ai écrit à Mary pour m'excuser. »« Des excuses !» explosa Thomas. « Vous croyez que des excuses vont réparer les dégâts ? Mary a sacrifié sa réputation, sa place dans la communauté, sa vie d'avant, et tout ce que vous trouvez à faire, c'est vous excuser ? Que voulez-vous que je fasse maintenant ? Demanda William, sa propre frustration transparaissant dans sa voix. Ma famille a déjà arrangé mes fiançailles avec Margaret Campbell. Le contrat est signé, la dot négociée. Je ne peux plus reculer sans ruiner mes parents financièrement. Thomas le saisit par le col de sa chemise. Alors vous choisissez l'argent plutôt que l'honneur. Vous préférez votre confort à la vie de mon enfant à naître ? William tenta de se dégager. Ce n'est pas si simple. Vous ne comprenez pas les pressions, les obligations. Je comprends qu'un homme digne de ce nom assume ses responsabilités, quelles qu'en soient les conséquences. Leur altercation fut interrompue par l'arrivée de John Millman, alerté par les éclats de voix. L'homme âgé s'interposa entre les deux jeunes gens, son visage exprimant une colère froide. « Que se passe-t-il ici ? Thomas Tuplin, que faites-vous sur ma propriété à houspiller mon fils ?» Thomas se redressa, regardant John Millman droit dans les yeux. « Je défends l'honneur de ma famille, monsieur Millman. Votre fils a séduit ma sœur et l'a abandonnée enceinte. » John Millman écarquilla les yeux, puis son expression se durcit. « Comment osez-vous proférer de telles accusations ? William va épouser Margaret Campbell dans 3 semaines. Il n'a pas de temps à perdre avec les fantasmes d'une petite fermière en quête de respectabilité. » La gifle partit avant même que Thomas ne réalise son geste. John Millman tituba, portant sa main à sa joue rougie, tandis que William se précipitait pour soutenir son père. « Sortez de ma propriété immédiatement !» siffla John Millman. « Ou j'appelle les constables. » Thomas ne bougea pas. « Votre fils sait parfaitement que je dis la vérité. Regardez-le, monsieur Millman. Regardez sa culpabilité écrite sur son visage. » Effectivement, William était livide, incapable de prononcer un mot. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle confession. John Millman observa son fils,
puis reporta son attention sur Thomas. Même si ces allégations étaient non fondées, ce qui est loin d'être prouvé, que voudriez-vous que nous fassions? Annuler un mariage arrangé depuis des mois pour satisfaire les caprices d'une fille qui s'est mal conduite? Je voudrais que votre famille agisse avec honneur, répliqua Thomas, que William reconnaisse sa paternité et subvienne aux besoins de l'enfant. Jamais, déclara John Millman catégoriquement. Les Millman ne seront pas traînés dans la boue par des ragots sans fondement. Maintenant, partez avant que cette conversation ne dégénère davantage. Thomas comprit qu'il n'obtiendrait rien de plus. Il tourna les talons et se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta près de William. Un jour, William Millman, vous devrez répondre de vos actes. Peut-être pas devant les hommes, mais certainement devant Dieu et votre conscience. Sur ces paroles prophétiques, Thomas quitta la propriété Millman, laissant derrière lui un père et un fils confrontés à une vérité qu'ils préféraient ignorer. Le lendemain de cette confrontation, un événement inattendu vint bouleverser l'équilibre fragile que Mary avait trouvé à Halifax. Docteur Morrison frappa à la porte de sa chambre, son visage exprimant une urgence inhabituelle. « Mademoiselle Tuplin, puis-je vous voir? C'est important. » Mary l'invita à entrer, remarquant son agitation. « Que se passe-t-il, docteur ?» Docteur Morrison ferma soigneusement la porte et se tourna vers elle, son visage grave. « Mary, j'ai reçu une lettre très inquiétante ce matin. Un collègue médecin de l'île du Prince-Édouard m'écrit que des rumeurs circulent à Margate. Il semblerait que quelqu'un ait révélé la véritable raison de votre présence ici. » Le sang de Mary se glaça. « Que voulez-vous dire ? On raconte que vous seriez enceinte et que c'est pour cela que vous avez quitté l'île. Mon collègue me demande si c'est vrai et si vous êtes bien sous ma supervision médicale. » Mary s'effondra sur sa chaise, le visage dans ses mains. « Mon Dieu, si ces rumeurs parviennent jusqu'ici, ma famille va être déshonorée. » Docteur Morrison s'agenouilla près de sa chaise, posant une main réconfortante sur son épaule. « Mary, écoutez-moi. Nous devons agir rapidement. Si ces rumeurs se propagent à Halifax, votre situation deviendra intenable. Même ma tante Catherine ne pourra plus vous protéger. « Que suggérez-vous » demanda Mary d'une voix tremblante. Dr Morrison hésita un moment, puis parla avec une détermination qui surprit Mary. « Je suggère que nous nous marions. » Mary releva brusquement la tête, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon. Je vous propose de m'épouser, Mary, immédiatement. Un mariage discret, ici, à Halifax. Cela donnerait une respectabilité à votre enfant et mettrait fin aux rumeurs. » Mary le regarda avec incrédulité. « Docteur Morrison, vous ne pouvez pas être sérieux. Vous sacrifieriez votre réputation, votre avenir, pour sauver la mienne. »« Mary, » dit-il doucement, prenant ses mains dans les siennes, « ces derniers mois, j'ai appris à vous connaître et à vous respecter profondément. Vous êtes une femme de valeur qui mérite mieux que l'opprobre social. Et franchement, ajouta-t-il avec un sourire triste, je serais honoré d'élever cet enfant comme le mien. » Mary sentit les larmes monter à ses yeux. Et cette générosité inattendue, cette noblesse d'âme, contrastait cruellement avec la lâcheté de William. « Edmund, je ne peux pas accepter un tel sacrifice. »« Ce ne serait pas un sacrifice, Mary. Ce serait un privilège. » Ils restèrent silencieux un long moment, contemplant cette proposition qui pourrait changer leurs vies à jamais. Mary pensait à son enfant, à sa famille, à l'avenir incertain qui l'attendait. Dr Morrison représentait la sécurité, la respectabilité, une chance de recommencer sa vie sur des bases saines. « Et si vous rencontriez un jour une femme que vous aimeriez vraiment ?» demanda-t-elle finalement. « Mary, l'amour prend de nombreuses formes. Le respect mutuel, la compassion, la compréhension peuvent être des fondations plus solides que la passion aveugle. » Cette sagesse, cette maturité émotionnelle de cet homme, qui n'avait que 3 ans de plus qu'elle, impressionna Mary. Elle réalisa qu'Edmund Morrison offrait quelque chose que William n'avait jamais été capable de donner. Un amour authentique, basé sur l'acceptation et le respect, plutôt que sur l'attirance physique et les promesses vides. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle finalement. « Bien sûr, mais ne prenez pas trop de temps, Mary.
Chaque jour qui passe rend votre situation plus périlleuse. Cette nuit-là, Mary ne dormit pas. Elle arpentait sa chambre, pesant le pour et le contre de cette proposition inattendue. Épouser Dr Morrison signifierait abandonner définitivement tout espoir avec William. Mais elle commençait à réaliser que cet espoir était illusoire depuis longtemps. Le lendemain matin, elle descendit trouver Catherine dans la cuisine. Sa tante était en train de préparer le petit déjeuner pour les pensionnaires, mais elle remarqua immédiatement l'air préoccupé de sa nièce. « Ma chérie, vous semblez bouleversée. Que se passe-t-il » Mary lui raconta sa conversation avec Dr Morrison, sans omettre aucun détail. Catherine l'écouta attentivement, hochant la tête à intervalles réguliers. « Dr Morrison est un homme bien, » dit-elle finalement. « Respecté, avec un bel avenir professionnel, ce ne serait pas un mauvais parti, même dans des circonstances normales. Mais, tante Catherine, ce ne sont pas des circonstances normales. Je ne l'aime pas, du moins, pas comme j'aimais William. » Catherine posa sa main sur celle de sa nièce. « Mary, ma chérie, laissez-moi vous parler en tant que femme qui a vécu et souffert. L'amour passionné, celui qui fait battre le cœur et trouble l'esprit, est merveilleux mais éphémère. William vous a fait ressentir cela, mais regardez où cela vous a mené. » Mary baissa la tête, reconnaissant la vérité de ses paroles. « Dr Morrison vous offre autre chose, » continua Catherine. « Un amour mature, basé sur le respect et la bienveillance. C'est le genre d'amour qui dure, qui grandit avec le temps, qui vous soutiendra dans les épreuves. Mais est-ce juste envers lui, m'épouser par pitié? Mary, regardez cet homme quand il vous parle. Vous croyez vraiment que c'est de la pitié que vous lisez dans ses yeux? Dr Morrison éprouve des sentiments sincères pour vous. Peut-être pas la passion dévorante que vous ressentiez pour William, mais quelque chose de plus profond et de plus durable. » Ces paroles résonnèrent longtemps dans l'esprit de Mary. L'après-midi, elle demanda à parler à Dr Morrison en privé. Ils se retrouvèrent dans le petit jardin derrière la pension, à l'ombre d'un grand érable aux feuilles déjà teintées par l'automne naissant. « Edmund, » commença-t-elle, « j'ai longuement réfléchi à votre proposition. » Il attendit, respectant son temps de réflexion. « J'accepte, » dit-elle simplement, « mais à certaines conditions. »« Lesquelles ? Je veux que vous compreniez bien que je ne peux pas vous promettre un amour passionné, du moins pas immédiatement. Mon cœur a été meurtri, et il lui faudra du temps pour guérir. Je comprends et j'accepte. Deuxièmement, cet enfant doit connaître la vérité sur ses origines, quand il sera assez grand pour la comprendre. Je ne veux pas que notre mariage soit basé sur un mensonge. » Dr Morrison hocha la tête. « C'est une sage décision. Enfin, si un jour vous regrettez ce choix, si vous rencontrez une femme que vous aimez vraiment, je vous rendrai votre liberté. » Dr Morrison sourit doucement. « Mary, vous n'avez pas encore compris, n'est-ce pas? Cette femme que je pourrais aimer vraiment, c'est vous. Peut-être pas de la façon dont vous avez aimé William, mais d'une manière qui me semble plus vraie, plus solide. » Ces mots touchèrent Mary plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit une lueur d'espoir naître dans son cœur. Le mariage eut lieu une semaine plus tard, le 15 octobre 1887, dans une petite église anglicane d'Halifax. Catherine servit de témoin pour Mary, et un collègue médecin d'Edmund remplit le même rôle pour lui. La cérémonie fut simple, mais empreinte d'une solennité touchante. Mary portait une robe de soie gris-perle que Catherine avait hâtivement retouchée pour dissimuler sa grossesse maintenant visible. Edmund, vêtu de son plus beau costume noir, rayonnait d'un bonheur discret mais authentique. Quand le pasteur demanda s'ils se prenaient pour époux, leurs « oui » furent prononcés avec une sincérité qui surprit Mary elle-même. En regardant Edmund dans les yeux à cet instant, elle comprit qu'elle pourrait peut-être apprendre à l'aimer d'un amour différent, mais tout aussi précieux. La nouvelle du mariage de Mary fut accueillie avec soulagement par sa famille à Margate. Margaret Tuplin pleura de joie en recevant la lettre de sa fille, tandis que Patrick se sentait enfin libéré d'un poids énorme. Thomas, lui, éprouva un mélange de satisfaction et d'amertume. Satisfaction de voir sa sœur tirée d'affaire.
Amertume en pensant que William Millman échappait ainsi aux conséquences de ses actes, car William, lui, reçut la nouvelle comme un coup de poignard. 3 jours après le mariage de Mary avec Dr. Morrison, il épousa Margaret Campbell dans une cérémonie grandiose à l'église Saint-Patrick de Margate. Mais durant toute la cérémonie, il ne put s'empêcher de penser à Mary, à l'enfant qu'elle portait, à la vie qu'ils auraient pu avoir ensemble s'il avait eu le courage de défier les conventions. Margaret Campbell était une épouse parfaite selon les critères sociaux de l'époque, bien éduquée, issue d'une famille fortunée, docile et pieuse. Mais William découvrit rapidement qu'elle manquait de cette vivacité, de cette spontanéité qui l'avait tant séduit chez Mary. Leur mariage, arrangé par les familles, était correct mais dépourvu de passion véritable. Les mois qui suivirent furent pour William un enfer de remords et de regrets. Il accomplissait ses devoirs conjugaux machinalement, participait aux événements sociaux avec le sourire de façade requis. Mais son esprit était hanté par les souvenirs de Mary. Il se demandait sans cesse si elle était heureuse avec son nouveau mari, si l'enfant était né, s'il ressemblait à ses parents. Cette obsession commença à affecter son comportement. Il devenait irritable, distrait, parfois même agressif. Margaret, ne comprenant pas les raisons de ces changements d'humeur, tentait de lui plaire par tous les moyens, ce qui ne faisait qu'accroître la culpabilité de William. Un soir de décembre 1887, n'y tenant plus, William écrivit une longue lettre à Mary. Il y déversait tous ses remords, tous ses regrets, suppliant son pardon et demandant des nouvelles de l'enfant. Mais quand il arriva au moment de poster cette lettre, il hésita. Mary avait refait sa vie. Elle avait trouvé le bonheur et la respectabilité. Avait-il le droit de troubler sa paix retrouvée? Finalement, il brûla la lettre dans la cheminée de son bureau, regardant les flammes consumer ses derniers espoirs de rédemption. Cette nuit-là, William Millman comprit qu'il devrait vivre avec le poids de ses erreurs jusqu'à la fin de ses jours. À Halifax, Mary s'épanouissait dans sa nouvelle vie. Dr. Morrison, Edmund, comme elle l'appelait maintenant, était un mari attentionné et patient. Il l'entourait de soins constants, s'assurant qu'elle mange bien, qu'elle se repose suffisamment, qu'elle ne manque de rien. Sa pratique médicale se développait rapidement, et ils avaient pu louer un petit appartement confortable près de l'hôpital où il travaillait. Le 15 janvier 1888, Mary donna naissance à une petite fille qu'ils prénommèrent Elizabeth. L'accouchement, bien que difficile, se déroula sans complications grâce aux soins attentifs d'Edmund. Quand il plaça le bébé dans les bras de Mary, celle-ci fut submergée par un amour maternel si intense qu'elle en oublia momentanément toutes les souffrances des mois précédents. Elizabeth était un beau bébé, avec les cheveux auburn de sa mère et des yeux qui rappelaient étrangement ceux de William. Mais Edmund ne fit jamais aucune remarque à ce sujet, acceptant la petite fille comme si elle était vraiment la sienne. « Elle est parfaite », murmura-t-il en caressant la joue du bébé. « Notre petite Élisabeth. » Mary le regarda avec une gratitude immense. Cet homme généreux avait non seulement sauvé sa réputation, mais il offrait maintenant un amour inconditionnel à un enfant qui n'était pas le sien. Pour la première fois depuis des mois, Mary se sentit véritablement heureuse. Mais cette paix retrouvée était fragile, et des nuages sombres s'amassaient à l'horizon. Car si Mary avait trouvé le bonheur à Halifax, les secrets du passé ne restent jamais enfouis très longtemps. Et William Millman, rongé par ses remords et sa culpabilité, devenait de plus en plus instable, prenant des décisions qui allaient de bientôt mettre en péril non seulement sa propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'avaient aimé. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Margate, île du Prince-Édouard, juin 1888. 1 an s'était écoulé depuis le départ de Mary, et la petite communauté de Margate semblait avoir retrouvé son rythme paisible. Les moissons promettaient d'être excellentes. Les familles vaquaient à leurs occupations habituelles, et les événements dramatiques de l'année précédente s'estompaient progressivement dans la mémoire collective. Pourtant, sous cette façade de normalité, des tensions sourdes continuaient de couver.
William Millman avait changé. Ceux qu'il connaissait depuis l'enfance remarquaient sa pâleur persistante, ses accès de mélancolie, et surtout cette façon qu'il avait de sursauter au moindre bruit inattendu. Margaret, son épouse depuis 8 mois, tentait vainement de comprendre ces changements d'humeur qui rendaient leur vie conjugale de plus en plus difficile. « William, » dit-elle un matin pendant le petit déjeuner, « Docteur, Campbell pense que vous devriez consulter un spécialiste à Charlottetown. Vos insomnies et vos cauchemars ne sont pas normaux. » William leva les yeux de son assiette, fixant sa femme avec une expression étrange. « Et que lui avez-vous dit de mes cauchemars, Margaret ? Lui avez-vous décrit mes rêves ?» Margaret rougit légèrement. « Bien sûr que non, mais vos cris nocturnes m'inquiètent. Vous appelez parfois un nom, Mary, je crois. » Le sang de William se glaça. Il n'avait pas réalisé que ces tourments nocturnes étaient si évidents. Mary était une connaissance, une amie d'enfance qui est morte récemment. Ce mensonge lui vint naturellement, mais il y ajouta une amertume qu'il ne sut pas dissimuler. Margaret l'observa attentivement, sentant qu'il lui cachait quelque chose d'important. « William, nous sommes mariés maintenant. N'y a-t-il rien que vous voudriez me confier ? Quelque chose qui vous tourmente et dont nous pourrions parler ensemble ?» William la regarda longuement. Margaret était une femme bien patiente et dévouée. Elle méritait un mari qui l'aime sans réserve, pas un homme hanté par le fantôme d'un amour perdu et la culpabilité d'un enfant abandonné. Mais comment pourrait-il lui avouer la vérité sans détruire leur mariage et la réputation des deux familles ? « Il n'y a rien, Margaret. Juste la fatigue du travail et peut-être un peu de nostalgie. Ça passera. » Mais ça ne passait pas. Au contraire, l'état de William empirait jour après jour. Il avait commencé à boire, d'abord discrètement, puis de plus en plus ouvertement. John Millman, son père, observait avec inquiétude cette déchéance progressive de son fils aîné. Un soir de juin particulièrement chaud, William était assis seul sur la véranda de la maison familiale, une bouteille de whisky à moitié vide à côté de lui. Il contemplait les champs qui s'étendaient vers l'horizon, mais son esprit était ailleurs, à Halifax, auprès d'une femme qu'il avait perdue par lâcheté. « Bonsoir, William !» Il sursauta et se retourna. Thomas Tuplin se tenait au pied des marches de la véranda, son chapeau à la main. William ne l'avait pas entendu approcher, et cette apparition inattendue le troubla profondément. « Thomas, » dit-il d'une voix pâteuse, « que faites-vous ici ? Il est tard. »« Je reviens de Charlottetown. J'ai rencontré quelqu'un d'intéressant au port. » Thomas monta les marches et s'assit sur une chaise à côté de William, malgré l'absence d'invitation. « Un marin qui fait régulièrement la liaison Halifax-Charlottetown. Il connaît bien ma sœur et son mari. » William sentit son cœur s'emballer. « Votre sœur va bien, j'espère ?»« Très bien. Elle a eu un bébé en janvier dernier, une petite fille. » Thomas marqua une pause significative. « Une magnifique petite fille aux cheveux auburn et aux yeux bleus. » Le verre de whisky glissa des mains de William et se brisa sur le plancher de la véranda. « Je suis heureux d'apprendre que Mary va bien. »« Vraiment ?» demanda Thomas, son ton devenant plus dur. « Car figurez-vous que ce marin m'a raconté autre chose d'intéressant. Il paraît que Dr Morrison a confié à un collègue que l'enfant était prématuré de 3 mois. Curieuse coïncidence, vous ne trouvez pas ?» William déglutit péniblement. « Je ne vois pas ce que vous insinuez. »« Ce que j'insinue. » Thomas se leva brusquement, sa colère longtemps contenue explosant enfin. « Ce que j'insinue, William Millman, c'est que vous avez une fille qui grandit à Halifax sans connaître son véritable père. Une fille que vous avez abandonnée avant même sa naissance. »« Taisez-vous » siffla William, jetant des regards inquiets vers les fenêtres de la maison. « Si quelqu'un vous entend... » »« Quoi ? Votre petite épouse parfaite découvrira que son mari est un lâche et un menteur. » Thomas se pencha vers William, ses yeux brillants d'une rage froide. « Vous savez ce qui me révolte le plus ? Ce n'est pas que vous ayez séduit ma sœur. Les jeunes gens font des erreurs. Non, ce qui me dégoûte, c'est votre lâcheté, votre incapacité à assumer vos actes. » William se leva à son tour, vacillant légèrement à cause de l'alcool. « Vous ne comprenez rien. J'étais jeune, mes parents avaient des projets. Je ne pouvais pas tout détruire pour... »
Pourquoi? Pour l'amour? Pour l'honneur? Pour la responsabilité? Thomas cracha par terre. Vous me donnez la nausée, William Millman. Et que voulez-vous que je fasse maintenant? Explosa William. Mary est mariée, heureuse. Voulez-vous que j'aille détruire sa nouvelle vie? Non, dit Thomas calmement. Je veux que vous assumiez financièrement vos responsabilités. Cet enfant est votre sang, que vous l'acceptiez ou non. Dr Morrison est un homme généreux, mais il n'a pas à porter seul le fardeau de votre irresponsabilité. William le regarda avec incrédulité. Vous voulez de l'argent? Je veux justice pour ma sœur et ma nièce. Vous devez contribuer à l'éducation de cet enfant. Discrètement, anonymement si vous préférez, mais vous devez contribuer. William réfléchit rapidement. Cette demande était en fait un moindre mal. Payer discrètement pour l'entretien de l'enfant était infiniment préférable à un scandale public qui ruinerait 2 familles. « Combien ?» demanda-t-il. « 50 $ par mois, envoyés discrètement à un compte que j'ouvrirai à la banque de Charlottetown. » William hocha lentement la tête. Cette somme représentait un sacrifice significatif, mais il pouvait la payer sans éveiller les soupçons de sa famille. D'accord, mais personne ne doit jamais savoir d'où vient cet argent. Personne ne le saura, promit Thomas. Mais en échange, je veux que vous arrêtiez de vous détruire. Votre épouse ne mérite pas de souffrir de vos remords. Vivez votre vie, William, et laissez Mary vivre la sienne. Après le départ de Thomas, William resta longtemps assis sur la véranda, contemplant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne. Pour la première fois depuis des mois, il ressentait quelque chose qui ressemblait à un soulagement. Il ne pourrait jamais réparer complètement le mal qu'il avait causé, mais au moins pourrait-il contribuer au bien-être de son enfant. Mais ce répit fut de courte durée. Car si William croyait que ses secrets étaient à l'abri, il avait sous-estimé la persistance des commérages dans une petite communauté. Margaret Campbell Millman avait des oreilles, et elle n'était pas aussi naïve que son mari le croyait. Quelques jours plus tard, Margaret rendit visite à sa mère, Mrs. Campbell, sous prétexte de lui emprunter des confitures. Mais sa véritable intention était de glaner des informations sur cette mystérieuse Mary dont William prononçait le nom dans ses cauchemars. « Maman », dit-elle, en aidant sa mère à ranger des bocaux dans le cellier. « Vous souvenez-vous d'une certaine Mary Tuplin ?» Mrs. Campbell leva un sourcil. « Mary Tuplin, bien sûr que je m'en souviens. La fille de Patrick Tuplin, celle qui est partie aider sa tante à Halifax l'année dernière. Pourquoi cette question? William l'a mentionné récemment. Il semblait préoccupé. » Mrs. Campbell posa son bocal et regarda attentivement sa fille. Elle avait toujours soupçonné quelque chose d'étrange dans le départ soudain de Mary Tuplin, surtout avec le timing curieux qui avait coïncidé avec les fiançailles de William. « Ma chérie, » dit-elle en choisissant soigneusement ses mots, « il y a eu des rumeurs à l'époque. Des ragots probablement sans fondement, mais quel genre de rumeurs, Mabie ?» Campbell hésita, puis décida que sa fille avait le droit de savoir. On disait que Mary Tuplin était partie à Halifax parce qu'elle était enceinte et que le père était un jeune homme de la région. Le sang de Margaret se glaça. « Vous pensez que William… » « Je ne pense rien du tout, ma chérie. Ce ne sont que des commérages de vieilles femmes. Mais si cela peut expliquer les troubles de votre mari… » Margaret rentra chez elle, l'esprit en ébullition. Tout commençait à prendre sens. Les cauchemars de William, ses accès de mélancolie, son comportement étrange depuis leur mariage. Si les rumeurs étaient vraies, elle vivait avec un homme qui avait abandonné une femme enceinte pour l'épouser. Cette révélation la révolta autant qu'elle la blessa. Margaret Campbell avait été élevée dans des principes stricts de moralité chrétienne. L'idée que son mari puisse avoir commis un acte aussi répréhensible la remplissait d'une colère qu'elle n'avait jamais éprouvée. Ce soir-là, elle attendit que William rentre des champs pour l'affronter. Il entra dans la cuisine vers 6 heures, fatigué et poussiéreux, s'attendant à trouver le souper prêt comme d'habitude. Au lieu de cela, il découvrit Margaret assise à la table, les mains jointes, son visage exprimant une détermination glaciale. « Bonsoir, Margaret. Le souper n'est pas prêt ?
Asseyez-vous, William, nous devons parler. Le ton de sa voix alarma William. Il s'installa en face d'elle, tentant de déchiffrer son expression. « Mary Tuplin, dit Margaret sans préambule. Dites-moi la vérité sur Mary Tuplin. » William sentit le monde s'écrouler autour de lui. « Je ne comprends pas. Ne me mentez pas, William. Pas maintenant. Je sais qu'elle était enceinte quand elle est partie. Je sais que vous la connaissiez bien. Trop bien. » William ferma les yeux, sachant que le moment de vérité était arrivé. « Comment avez-vous su ? Peu importe comment je l'ai su. Ce qui importe, c'est que vous m'avez épousé en sachant que vous aviez abandonné une femme enceinte. Comment avez-vous pu me faire ça ? Comment avez-vous pu nous faire ça ?» La voix de Margaret se brisa sur ces derniers mots, et William vit des larmes couler sur ses joues. Cette douleur qu'il lisait sur le visage de sa femme était plus insupportable que tous les reproches qu'elle aurait pu lui faire. « Margaret, je suis désolé, si désolé. Je ne voulais pas que vous souffriez à cause de mes erreurs. »« Vos erreurs ?» répéta Margaret amèrement. « Abandonner une femme enceinte, c'est une erreur. M'épouser en me cachant cela, c'est une erreur. » William tendit la main vers elle, mais elle se recula. « Margaret, écoutez-moi. Quand j'ai appris pour Mary, j'étais pris au piège. Nos familles avaient déjà tout arrangé pour notre mariage. Si j'avais rompu nos fiançailles, cela aurait ruiné nos deux familles financièrement et socialement. Alors vous avez choisi l'argent et la réputation plutôt que l'honneur. J'ai choisi ce qui me semblait être la solution la moins destructrice pour tout le monde. » Margaret le regarda avec un mélange de pitié et de dégoût. « Et Mary, qu'est-ce qui était le moins destructeur pour elle ?» William ne put répondre. Il n'y avait pas de réponse qui puisse justifier ses actes. « Où est-elle maintenant ?» demanda Margaret. « Elle s'est mariée, avec un médecin d'Halifax, Dr Morrison. Elle va bien. »« Et l'enfant ?» William hésita. « Une fille, née en janvier. » Margaret absorba cette information, calculant mentalement. « Votre fille ?» Oui, probablement. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Margaret se leva lentement, lissant sa robe avec des gestes mécaniques. « Je ne peux plus vivre avec vous, » dit-elle finalement. « Pas en sachant cela, pas en sachant que chaque jour de notre mariage a été construit sur un mensonge. » William se leva précipitamment. « Margaret, s'il vous plaît, nous pouvons surmonter cela. Nous pouvons reconstruire notre mariage sur des bases plus honnêtes. Comment puis-je vous faire confiance maintenant ? Comment puis-je croire un seul mot de ce que vous me dites ?» Margaret secoua la tête. « Non, William, c'est fini. Où irez-vous ? Chez mes parents, d'abord. Ensuite, je verrai. Peut-être Halifax, pour aller présenter mes respects à cette Mary Tuplin que vous avez traitée si cavalièrement. » Cette dernière phrase frappa William comme une gifle. L'idée que Margaret puisse rencontrer Mary et révéler toute la vérité le terrorisait. « Non, Margaret, vous ne pouvez pas faire cela. Mary a refait sa vie, elle est heureuse. Vous n'avez pas le droit de détruire son bonheur. » Margaret se retourna, ses yeux brillants d'une colère froide. « Son bonheur, et le mien, William. Qui s'est préoccupé de mon bonheur quand vous m'avez épousé sous de faux prétextes? Je pensais que vous n'auriez jamais besoin de savoir. Vous pensiez pouvoir vivre éternellement dans le mensonge. Vous pensiez pouvoir construire votre bonheur sur la ruine de celui des autres. » Margaret monta dans leur chambre et commença à faire ses bagages. William la suivit, tentant de la raisonner, mais elle l'ignora complètement. En 1 heure, elle avait rassemblé ses affaires essentielles. « Margaret, je vous en supplie, » dit William, tandis qu'elle descendait l'escalier avec sa valise. « Donnez-moi une chance de me racheter. Je ferai tout ce que vous voudrez. » Margaret s'arrêta à la porte d'entrée et se retourna une dernière fois vers son mari. « Tout ce que je veux, William ? Très bien. Je veux que vous alliez à Halifax. Je veux que vous regardiez cette femme dans les yeux et que vous lui demandiez pardon. Je veux que vous reconnaissiez votre fille et que vous assumiez vos responsabilités publiquement. Êtes-vous prêt à faire cela ?» William ouvrit la bouche puis la referma. Il savait qu'il n'en aurait jamais le courage. Cette lâcheté fondamentale qu'il avait menée à cette situation le paralysait encore. « C'est bien ce que je pensais, » dit Margaret avec amertume. « Au revoir, William Millman. J'espère qu'un jour vous trouverez le courage d'être l'homme que vous auriez dû être. »
La porte se referma derrière elle avec un bruit définitif, laissant William seul dans la maison qui n'était plus vraiment la sienne. Il s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains, réalisant que sa lâcheté venait de lui coûter son mariage, et peut-être sa santé mentale. Mais le pire était encore à venir. Halifax, octobre 1888. L'automne avait peint la ville de Halifax dans des teintes dorées et pourpres, et Mary Morrison, elle portait maintenant le nom de son mari, commençait enfin à trouver une paix véritable. Élisabeth, âgée de 9 mois, était un bébé rayonnant de santé qui faisait la joie de ses parents. Edmund avait ouvert son propre cabinet médical sur Spring Garden Road, et leur vie semblait s'épanouir dans une tranquillité méritée. Mais cette sérénité fut brutalement interrompue par l'arrivée inattendue d'un visiteur que Mary n'aurait jamais imaginé revoir. Margaret Campbell Milman. C'était un mardi matin pluvieux quand Catherine MacLeod frappa à la porte de l'appartement des Morrison, son visage exprimant une inquiétude inhabituelle. « Mary, ma chérie, dit-elle en entrant précipitamment, il y a une dame à la pension qui demande à vous voir. Elle dit qu'elle vient de l'île du Prince-Édouard et que c'est très important. » Mary, qui était en train de jouer avec Élisabeth sur le tapis du salon, leva les yeux avec curiosité. « Une dame de l'île? A-t-elle donné son nom ?»« Margaret Milman, » répondit Catherine, observant attentivement la réaction de sa nièce. Mary blêmit instantanément. Margaret Milman, la veuve de William, ici à Halifax? Que pouvait-elle bien vouloir? « Dois-je lui dire que vous n'êtes pas disponible ?» proposa Catherine, percevant le trouble de Mary. Mary se redressa, tenant Élisabeth contre elle comme un bouclier protecteur. « Non, si elle est venue jusqu'ici, c'est qu'elle a quelque chose d'important à me dire. Où est Edmund? À son cabinet. Voulez-vous que j'aille le chercher? Non, pas encore. Amenez-moi d'abord Miss Milman. Je veux savoir ce qu'elle veut. » Une demi-heure plus tard, Mary attendait dans son salon, Élisabeth endormie dans ses bras, quand Catherine introduisit Margaret Milman. Contrairement à ce que Mary avait imaginé, cette femme n'était pas veuve. Elle était élégante, âgée d'environ 22 ans, vêtue d'une robe de voyage sobre mais de bonne qualité. Son visage exprimait une détermination froide qui mit immédiatement Mary sur ses gardes. « Mrs. Morrison » dit Margaret en s'inclinant légèrement. « Merci de me recevoir. Je sais que ma visite doit vous surprendre. »« En effet, » répondit Mary d'une voix neutre. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Puis-je vous offrir du thé? »« Volontiers, merci. » Catherine s'éclipsa discrètement pour préparer le thé, laissant les deux femmes seules face à face. Un silence pesant s'installa, chacune jaugeant l'autre avec curiosité et méfiance. « Mrs. Morrison » commença finalement Margaret. « Je dois vous avouer que cette visite n'est pas facile pour moi. Les circonstances qui m'amènent ici sont douloureuses. »« Je peux l'imaginer, » répondit Mary prudemment. « Comment se porte votre mari ?» Margaret eut un rire amer. « Mon mari, il n'est plus mon mari, Mrs. Morrison. Je l'ai quitté il y a 3 semaines quand j'ai découvert la vérité sur vous deux. » Mary sentit son sang se glacer. « Je ne suis pas sûre de comprendre. »« Oh, je pense que vous comprenez très bien, » l'interrompit Margaret doucement. « Vous savez exactement pourquoi je suis ici. » Catherine revint à ce moment-là avec le service à thé, interrompant momentanément la tension qui montait entre les deux femmes. Elle servit le thé en silence et se retira de nouveau, sentant que sa présence n'était pas souhaitée. Margaret prit une gorgée de thé, rassemblant visiblement son courage. « Cet enfant, » dit-elle en regardant Élisabeth, qui dormait paisiblement dans les bras de Mary, « elle ressemble beaucoup à William. » Mary serra instinctivement sa fille contre elle. « Mrs. Milman, je ne vois pas où vous voulez en venir. »« Vraiment ?» Margaret posa sa tasse avec un bruit sec. « Alors permettez-moi d'être plus direct. Cet enfant est la fille de mon mari, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Mary regardait cette femme qui venait de prononcer à haute voix le secret qu'elle avait si soigneusement gardé. Mentir ne servirait plus à rien désormais. « Votre mari vous a dit cela ?» demanda-t-elle finalement. « Mon ex-mari, » corrigea Margaret avec amertume. « Et oui, il me l'a avoué. Après des mois de mensonges, il a fini par cracher la vérité. »
Mary observa attentivement le visage de Margaret, y cherchant des signes de colère ou d'hostilité. Mais tout ce qu'elle y trouva fut une immense tristesse et une fatigue profonde. « Que voulez-vous de moi, Mrs. Milman ?» Margaret se pencha en avant, ses mains jointes sur ses genoux. « Je veux comprendre. Je veux savoir ce qui s'est vraiment passé entre vous et William. Je veux connaître la vérité, toute la vérité. » Mary regarda vers la fenêtre, où la pluie commençait à redoubler d'intensité. Comment pourrait-elle expliquer à cette femme la complexité de ses sentiments pour William? Comment pourrait-elle lui faire comprendre la douleur de l'abandon sans rouvrir ses propres blessures? « Mrs. Milman, dit-elle doucement, êtes-vous certaine de vouloir entendre cette histoire? Certaines vérités sont parfois plus douloureuses que les mensonges. » « J'en suis certaine. J'ai vécu dans le mensonge pendant des mois. Je mérite de connaître la vérité sur l'homme que j'ai épousé. » Mary hocha lentement la tête. Elle installa Elizabeth dans son berceau près du canapé et se rassit face à Margaret. « Tout a commencé à l'été 1887, commença-t-elle. William et moi nous connaissions depuis l'enfance. Nos familles étaient voisines. Mais cette année-là, quelque chose a changé entre nous. Nous avons commencé à nous voir en secret, près du ruisseau Deal Creek. » Margaret l'écoutait intensément, buvant chaque parole. « J'étais jeune et naïve. Je croyais sincèrement qu'il m'aimait et que nous aurions un avenir ensemble. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pensé qu'il ferait ce qui était honorable. » Margaret serra ses mains l'une contre l'autre. « Mais il ne l'a pas fait. Non. Il m'a demandé du temps pour réfléchir, puis m'a envoyé une lettre me disant qu'il ne pouvait pas m'épouser. Que sa famille avait d'autres projets pour lui. Vous concernant, dit Margaret amèrement. Mary hocha la tête. Je suppose. J'ai su plus tard qu'il était fiancé à vous depuis plusieurs mois déjà. Margaret se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos à Mary. Savez-vous ce qui me révolte le plus dans cette histoire? Ce n'est pas qu'il vous ait séduite. Ce n'est même pas qu'il vous ait abandonnée enceinte. C'est qu'il m'ait épousée en sachant parfaitement ce qu'il avait fait. Mary garda le silence, reconnaissant la légitimité de cette colère. Pendant des mois, j'ai vécu avec un homme qui avait des cauchemars terribles. Il criait votre nom dans son sommeil, Mrs. Morrison, votre nom, pas le mien. Savez-vous ce que c'est que de partager le lit d'un homme qui rêve d'une autre femme? Je suis désolée, murmura Mary. Je ne savais pas. Je n'aurais jamais voulu que vous souffriez à cause de mes erreurs. Margaret se retourna vivement. Vos erreurs? Non, Mrs. Morrison, les erreurs de William. Vous étiez une jeune fille innocente qu'il a séduite et abandonnée. Moi, j'étais une épouse qu'il a trompée dès le premier jour de notre mariage. Un silence lourd s'installa entre les deux femmes. Elizabeth émit un petit gémissement dans son sommeil, et Mary se leva instinctivement pour la bercer. « Elle lui ressemble vraiment, » dit Margaret en observant le bébé. « Les mêmes yeux bleus, la même forme du visage. » Mary regarda sa fille, voyant effectivement la ressemblance que Margaret venait de souligner. « Oui, parfois, c'est difficile. Votre mari le sait-il ? Docteur Morrison, je veux dire. Edmund sait tout. Il m'a épousée en connaissance de cause. Il élève Elizabeth comme sa propre fille. » Margaret eut une expression de surprise mêlée de respect. « C'est un homme remarquable. » »« Oui, c'est le cas. Il m'a sauvé quand j'avais perdu tout espoir. » Margaret retourna s'asseoir, son attitude devenant moins hostile. « Mrs. Morrison, Mary, puis-je vous appeler Mary ?» Mary hocha la tête. « Mary, il faut que vous sachiez quelque chose. William n'a pas complètement oublié sa responsabilité envers votre fille. Il envoie de l'argent. » Mary sursauta. « De l'argent ? 50 $ par mois, apparemment. Votre frère Thomas l'a forcé à contribuer financièrement à l'éducation d'Elizabeth. » Mary absorba cette information avec stupéfaction. Thomas ne lui avait jamais rien dit. Je l'ignorais complètement. Thomas Tuplin est venu voir William à Margate. Il l'a menacé de révéler publiquement la vérité s'il ne payait pas. William a accepté pour éviter le scandale. Mary sentit une bouffée de colère monter en elle. Même dans ses tentatives de réparation, William restait motivé par la lâcheté et l'égoïsme plutôt que par un véritable remords.
Vous devez penser que je suis venu ici pour vous causer du tort, continua Margaret. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, je voulais vous présenter mes excuses. Mary la regarda avec surprise. Vos excuses? Mais pourquoi? Parce que j'ai bénéficié d'un mensonge. Parce que mon mariage avec William s'est construit sur votre malheur. J'étais innocente des manigances de William, mais j'ai profité de votre disgrâce sans le savoir. Mary était touchée par cette humilité inattendue. Mrs. Milman, vous n'êtes responsable de rien. Vous étiez aussi victime des circonstances que moi. Peut-être, mais maintenant que je connais la vérité, je ne peux plus l'ignorer. Margaret se pencha en avant. Mary, j'ai une proposition à vous faire. Laquelle? Je vais demander le divorce d'avec William. C'est un processus long et difficile, mais j'ai de l'argent et des relations. Une fois divorcé, je compte quitter l'île du Prince-Édouard pour de bon. Peut-être m'installer aux États-Unis. Mary attendait, ne voyant pas où Margaret voulait en venir. Avant de partir, je veux m'assurer que justice soit rendue. Je veux que William reconnaisse publiquement Elizabeth comme sa fille et qu'il assume pleinement ses responsabilités. Mary secoua la tête vigoureusement. Non, Mrs. Milman, c'est généreux de votre part, mais je ne veux pas de scandale. Elizabeth grandit heureuse avec Edmund comme père. Pourquoi détruire cette paix pour satisfaire un désir de justice? Parce que cet enfant a le droit de connaître ses véritables origines. Parce que William Milman ne peut pas continuer à échapper aux conséquences de ses actes. Et ensuite, que se passera-t-il après ce grand éclat de vérité? Elizabeth grandira en sachant que son père biologique était un lâche qui l'a abandonné. Edmund devra supporter les commérages et les regards dans la rue. Ma réputation, que j'ai si difficilement reconstruite, sera de nouveau ternie. Margaret n'avait visiblement pas pensé à ces conséquences. Je voulais juste... Vous vouliez votre revanche sur William. Je peux le comprendre, croyez-moi, mais cette revanche ne doit pas se faire au détriment de ma fille. Margaret baissa les yeux, reconnaissant la vérité de ses paroles. Vous avez raison. Je pensais à ma propre douleur, pas au bien-être d'Elizabeth. Mrs. Milman, puis-je vous donner un conseil? Divorcer de William est probablement la meilleure décision que vous puissiez prendre. Refaire votre vie ailleurs, loin de tous ces souvenirs douloureux, c'est sage. Mais laissez le passé enterrer le passé. Ne gâchez pas votre avenir en vous accrochant à des griefs légitimes mais destructeurs. Margaret resta silencieuse pendant un long moment, réfléchissant aux paroles de Mary. Finalement, elle se leva. « Vous êtes une femme remarquable, Mary Morrison. Je comprends maintenant pourquoi William n'arrivait pas à vous oublier. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Je resterai à Charlottetown encore quelques mois, le temps de finaliser les procédures de divorce. » Après son départ, Mary resta longtemps assise dans son salon, Elizabeth dans ses bras, réfléchissant à cette rencontre inattendue. La visite de Margaret avait rouvert des blessures qu'elle croyait guéries, mais elle avait aussi apporté une forme de clôture. Pour la première fois depuis l'abandon de William, Mary se sentait vraiment libre de passer à autre chose. Quand Edmund rentra de son cabinet ce soir-là, il trouva Mary inhabituellement silencieuse. Elle lui raconta la visite de Margaret sans omettre aucun détail. Edmund l'écouta attentivement, posant sa main sur la sienne quand l'émotion menaçait de la submerger. « Qu'est-ce que cela change pour nous ?» demanda-t-il finalement. « Rien !» répondit Mary avec conviction. « Absolument rien. Vous êtes le père d'Elizabeth dans tous les sens, qui compte vraiment. Cette visite n'était qu'un écho du passé. » Edmund sourit et l'embrassa tendrement. « Alors nous continuons notre vie comme avant. »« Comme avant », confirma Mary. Mais le destin avait d'autres plans pour William Milman. Le départ de Margaret Campbell ne pouvait pas rester secret longtemps dans une communauté aussi petite que Margate. En quelques jours, toute l'île savait que les nouveaux mariés s'étaient séparés après moins d'un an de mariage. Les spéculations allaient bon train et la véritable raison ne tarda pas à émerger. Mrs. Campbell, blessée dans son orgueil et soucieuse de protéger la réputation de sa fille, ne put s'empêcher de confier la vérité à quelques amis proches. Ces confidences, faites sous le sceau du secret,
se répandirent comme une traînée de poudre à travers la communauté. En une semaine, tout le monde savait que William Millman avait abandonné Mary Tuplin enceinte pour épouser Margaret Campbell et que cette dernière l'avait quitté en découvrant la vérité. John Millman, le père de William, fut convoqué par le conseil municipal pour s'expliquer sur le comportement de son fils. La famille, autrefois respectée et influente, se retrouvait soudain au centre d'un scandale qui menaçait de détruire sa réputation et ses affaires. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» rugit John Millman en affrontant son fils dans le bureau de la ferme familiale. « Comment as-tu pu détruire tout ce que notre famille a construit ?» William, qui avait recommencé à boire de façon intensive, leva vers son père des yeux injectés de sang. « Je n'ai pas eu le choix, père. Vous m'avez forcé à épouser Margaret alors que j'en aimais une autre. »« Tu n'avais pas le choix ?» John Millman saisit son fils par les épaules et le secoua violemment. « Tu avais le choix de ne pas séduire cette fille. Tu avais le choix de te conduire en homme honorable. Et maintenant, qu'attendez-vous de moi maintenant ?» John Millman lâcha son fils avec dégoût. « Maintenant, tu vas partir. Tu vas quitter l'île et ne plus jamais revenir. Ta présence ici est devenue un poison pour toute la famille. » William le regarda avec incrédulité. « Vous me bannissez ? Je te donne une chance de recommencer ailleurs, loin de tous ceux que tu as blessés. Prends-la, William, avant qu'il ne soit trop tard. » Mais William était déjà trop loin dans sa spirale d'autodestruction pour saisir cette planche de salut. L'alcool avait commencé à altérer son jugement, et les remords le rongeaient jour et nuit. Au lieu de partir discrètement comme le suggérait son père, il prit une décision qui allait avoir des conséquences dramatiques. Le 25 juin 1888, exactement un an après la mort de James Tuplin, William se rendit à pied chez les Tuplin. Il était ivre, débraillé, et portait dans sa poche un revolver qu'il avait emprunté à un ami sous prétexte d'aller chasser. Margaret Tuplin le vit arriver depuis la fenêtre de la cuisine et alerta immédiatement son mari et Thomas. Les trois membres de la famille sortirent sur la véranda pour l'accueillir, méfiants face à son état manifestement altéré. « William Millman » dit Patrick Tuplin d'une voix ferme, « que faites-vous ici ?» William vacilla légèrement, tentant de garder son équilibre. « Je viens demander pardon à votre famille, à Mary. »« Mary n'est pas ici, » répondit Thomas froidement. « Et même si elle était, vous êtes la dernière personne qu'elle souhaiterait voir. »« Je sais que j'ai mal agi, » continua William, sa voix pâteuse trahissant son état d'ébriété. « Mais je veux faire amende honorable, je veux reconnaître ma fille. »« Il est trop tard pour ça, » dit Patrick. « Ma fille a refait sa vie. Elle n'a pas besoin que vous veniez semer le trouble maintenant. » William sortit soudain le revolver de sa poche, le pointant d'abord vers sa propre tempe, puis vers la famille Tuplin. Margaret poussa un cri de terreur et se cacha derrière son mari. « Peut-être que vous avez raison, » dit William d'une voix étrangement calme. « Peut-être qu'il est trop tard pour tout réparer. Peut-être que la seule solution, c'est que je disparaisse définitivement. »« William, posez cette arme, » ordonna Thomas en s'avançant lentement. « Vous n'êtes pas dans votre état normal. Rentrez chez vous, dormez, et nous en reparlerons demain. »« Non !» cria William, agitant le revolver de façon menaçante. « Il n'y aura pas de demain. J'ai tout détruit. Ma vie, votre vie, celle de Mary. Je ne mérite pas de vivre. » Il pointa à nouveau l'arme vers sa tempe, son doigt sur la gâchette. Margaret Tuplin ferma les yeux, s'attendant au pire. Mais au lieu du coup de feu attendu, ils entendirent le bruit d'une lutte. Thomas avait bondi sur William, tentant de lui arracher l'arme. Les deux hommes luttèrent violemment, roulant sur le sol de la véranda. Patrick se précipita pour aider son fils, tandis que Margaret courait chercher de l'aide chez les voisins. Soudain, un coup de feu retentit. Thomas se figea, regardant William avec horreur. Ce dernier le fixait avec une expression de surprise, puis baissa les yeux vers sa poitrine, où une tache rouge s'élargissait rapidement sur sa chemise blanche. « Mon Dieu !» murmura Patrick. « Mon Dieu ! Qu'avons-nous fait ?» William porta sa main à sa blessure, regardant le sang qui coulait entre ses doigts. « Je ne voulais pas !» balbutia-t-il avant de s'effondrer sur le sol.
Thomas se pencha immédiatement sur lui, tentant de stopper l'hémorragie. « Papa, allez chercher Dr Mackinnon, vite !» Mais il était déjà trop tard. Le coup de feu, parti accidentellement durant leur lutte, avait atteint William en plein cœur. Il mourut quelques minutes plus tard sur la véranda des Tuplin, ses derniers mots étant un murmure à peine audible. « Dites à Mary, dites-lui que je regrette. » La nouvelle de la mort de William Millman secoua toute l'île du Prince-Édouard. Les circonstances exactes de l'accident furent étouffées par les autorités locales, soucieuses d'éviter un scandale encore plus grand. Officiellement, William était mort d'un accident de chasse sur la propriété des Tuplin. Mais les langues allèrent bon train, et bientôt, toute la vérité émergea. L'histoire de Mary Tuplin, de sa grossesse cachée, de son exil à Halifax et de la mort tragique de William Millman devint la saga la plus commentée de l'histoire récente de l'île. À Halifax, Mary apprit la nouvelle par une lettre de sa mère, arrivée 3 jours après l'événement. Elle était en train de donner le biberon à sa fille Elizabeth quand Edmund lui apporta la correspondance. « Mary, dit-il doucement, vous avez une lettre de votre mère. Elle semble urgente. » Mary prit la lettre d'une main tremblante, pressentant une mauvaise nouvelle. En lisant les mots soigneusement choisis de sa mère, qui lui expliquait les événements sans entrer dans tous les détails sordides, Mary sentit ses jambes se dérober sous elle. Edmund la rattrapa avant qu'elle ne tombe, prenant Elizabeth de ses bras et l'installant sur le canapé du salon. « Mary, que se passe-t-il? Qu'y a-t-il dans cette lettre ?» Mary lui tendit la lettre, incapable de parler. Edmund la lut rapidement, son visage s'assombrissant à mesure qu'il comprenait. « William Millman est mort, » dit-il finalement. Mary hocha la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Il est mort, à cause de moi. Tout cela est arrivé à cause de moi. »« Mary, non !» dit Edmund, fermement en s'agenouillant devant elle. « William Millman est mort à cause de ses propres choix, de sa propre lâcheté. Vous n'êtes responsable de rien. Mais s'il m'avait épousé, s'il vous avait épousé, nous ne serions pas ensemble aujourd'hui. Elizabeth n'aurait pas le père aimant qu'elle a maintenant, et vous, Mary, vous ne seriez pas la femme forte et respectée que vous êtes devenue. » Mary leva les yeux vers son mari, cet homme bon qui l'avait sauvé et aimé sans condition. « Edmund, j'ai peur que tout cela ressurgisse, que les gens apprennent la vérité sur Elizabeth. »« Alors nous l'affronterons ensemble, » dit Edmund en prenant ses mains dans les siennes. « Vous n'êtes plus seule, Mary, vous ne serez plus jamais seule. » Cette promesse, prononcée avec une sincérité absolue, apporta un réconfort immense à Mary. Elle comprit à cet instant qu'elle avait trouvé avec Edmund quelque chose de plus précieux que la passion qu'elle avait éprouvée pour William. Un amour véritable, inconditionnel et durable. Les funérailles de William Millman eurent lieu dans l'intimité familiale, John Millman ayant décidé de limiter les interactions publiques pour éviter de nouveaux scandales. Margaret Campbell Millman, désormais en procédure de divorce, n'y assista pas, ayant déjà quitté l'île pour Charlottetown. Dans les mois qui suivirent, la famille Millman vendit ses terres et quitta l'île du Prince-Édouard pour s'installer en Ontario. John Millman, brisé par la honte et le chagrin, mourut moins de 2 ans plus tard d'une crise cardiaque. Thomas Tuplin, hanté par les circonstances de la mort de William, sombra dans une profonde dépression. Bien que l'accident ait été déclaré involontaire par les autorités, il ne pouvait s'empêcher de se sentir responsable. Il commença à boire de façon excessive et négligea de plus en plus les travaux de la ferme familiale. Margaret Tuplin, voyant son fils aîné survivant s'autodétruire, prit la décision courageuse d'écrire à Mary pour lui demander de revenir temporairement à l'île. « Thomas a besoin de parler à quelqu'un qui comprend ce qui s'est vraiment passé, » écrivit-elle. « Il vous écoute, Mary. Peut-être pourrez-vous l'aider à guérir. » En décembre 1888, Mary retourna à l'île du Prince-Édouard pour la première fois depuis son départ précipité 18 mois plus tôt. Edmund l'accompagna, emmenant également Elizabeth. Ce voyage était délicat. Mary était maintenant une femme mariée respectable, mais les circonstances de son départ étaient encore dans toutes les mémoires.
Le retour de Mary provoqua un grand émoi dans la communauté. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec compassion. Quelques-uns, les plus moralisateurs, affichaient une désapprobation silencieuse. Mais la plupart des habitants de Margate reconnaissaient maintenant que Mary avait été plus une victime qu'une coupable dans cette tragédie. Thomas l'accueillit avec un mélange de joie et de honte. Il était amaigri, ses yeux cernés témoignant de ses nuits d'insomnie et de ses excès d'alcool. « Mary, dit-il en la serrant dans ses bras, je suis si heureux que tu sois revenue, et si désolé pour tout ce qui s'est passé. Thomas, vous n'avez rien à vous reprocher, répondit Mary fermement. Ce qui est arrivé à William était un accident. Vous avez tenté de lui sauver la vie. Mais si je n'avais pas bondi sur lui, il aurait pu se tuer ou tuer quelqu'un d'autre. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Mary passa 3 semaines à Margate, divisant son temps entre sa famille et son frère troublé. Elle raconta à Thomas sa nouvelle vie à Halifax, lui décrivit le bonheur qu'elle avait trouvé avec Edmund et l'assura que William était désormais un chapitre clos de son passé. « Tu vois, dit-elle en berçant Élisabeth dans le salon familial, « parfois les pires épreuves nous mènent au plus grand bonheur. Si William m'avait épousé, je n'aurais jamais connu Edmund. Élisabeth n'aurait pas le père merveilleux qu'elle a maintenant. » Thomas observait sa sœur, impressionné par sa sérénité et sa maturité. « Comment fais-tu pour ne pas lui en vouloir, après tout ce qu'il t'a fait subir ?» Mary réfléchit longuement avant de répondre. « William était faible, Thomas. Pas méchant, juste faible. Il a fait des choix terribles par lâcheté, mais il en a payé le prix ultime. La colère et l'amertume ne ramèneraient personne à la vie et ne feraient que m'empoisonner l'existence. » Ces paroles eurent un effet profond sur Thomas. Peu à peu, il recommença à prendre soin de lui et de la ferme familiale. La visite de Mary avait été comme un baume sur ses blessures psychologiques. Quand Mary et sa famille repartirent pour Halifax en janvier 1889, elle laissait derrière elle une famille réconciliée avec le passé et prête à regarder vers l'avenir. Halifax, printemps 1892. 4 ans après la mort tragique de William Millman, Mary Morrison vivait une existence paisible et épanouie. Edmund avait développé une pratique médicale florissante, spécialisée dans les soins aux familles défavorisées d'Halifax. Élisabeth, maintenant âgée de 4 ans, était une petite fille vive et intelligente, qui ne doutait pas une seconde que Dr Morrison était son père. Mary avait donné naissance à un fils en 1890, puis à une fille en 1891. Edmund traitait tous les enfants avec la même affection, et personne dans leur entourage aligonien ne connaissait les circonstances particulières de la naissance d'Élisabeth. L'île du Prince-Édouard semblait appartenir à une autre vie. Mary entretenait une correspondance régulière avec sa famille, mais elle avait définitivement tourné la page sur cette période sombre de sa jeunesse. Un matin de mai, alors qu'elle jardinait dans leur petit terrain derrière la maison, Élisabeth accourut vers elle, tenant une lettre. « Maman, le facteur a apporté ceci pour vous. » Mary reconnut l'écriture élégante. Margaret Campbell, son ancienne rivale devenue correspondante occasionnelle. Margaret avait finalement obtenu son divorce et s'était installée à Boston, où elle dirigeait maintenant une école pour jeunes filles. « Chère Mary, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé ainsi que votre famille. Je voulais vous faire savoir que j'ai décidé de me remarier. Mon fiancé est un veuf avec 2 enfants, professeur de littérature à Harvard. C'est un homme bon et patient qui connaît toute mon histoire et m'accepte tel que je suis. En préparant ce nouveau chapitre de ma vie, j'ai beaucoup pensé à notre rencontre d'il y a quelques années. Vous m'aviez conseillé de laisser le passé au passé et de me concentrer sur l'avenir. Ces paroles m'ont guidé dans les moments difficiles. Je voulais aussi vous dire que j'ai appris récemment que John Millman était décédé l'hiver dernier en Ontario. Il n'y a plus personne de cette famille pour troubler votre paix. Le passé peut maintenant être véritablement enterré. J'espère que vous continuerez à prospérer avec Dr Morrison et vos enfants. Vous méritez tout le bonheur du monde. Votre amie sincère, Margaret Campbell. Mary plia la lettre pensiveusement. La mort de John Millman
marquait vraiment la fin de cette époque troublée. Elle leva les yeux vers Elizabeth qui jouait avec ses frères et sœurs dans le jardin, sous le regard bienveillant d'Edmund qui lisait son journal médical sur la terrasse. Cet enfant ne saurait probablement jamais la vérité sur ses origines. Et peut-être était-ce mieux ainsi. Elle grandissait dans l'amour et la sécurité, entourée d'une famille unie. L'identité de son père biologique importait-elle vraiment face à cette réalité? Mary se dirigea vers Edmund, qui leva les yeux de sa lecture en la voyant approcher. « Des nouvelles importantes ?» demanda-t-il en désignant la lettre. « Le passé qui se ferme définitivement », répondit Mary, en s'asseyant à côté de lui. « Margaret Campbell se remarie, et John Millman est mort. » Edmund hocha la tête compréhensivement. « Comment vous sentez-vous » Mary regarda leurs enfants qui jouaient insouciamment, puis reporta son attention sur son mari. « Libre, dit-elle simplement. Enfin vraiment libre. » Edmund prit sa main dans la sienne. « Alors, regardons vers l'avenir. »« Oui, » acquiesça Mary, « vers l'avenir. » Et tandis que le soleil printanier réchauffait leur petit jardin, Mary Morrison sourit, en pensant que parfois, les chemins les plus douloureux mènent aux destinations les plus précieuses. L'affaire troublante de Mary Tuplin était enfin close, non pas par la vengeance ou la justice dramatique, mais par la plus douce des résolutions, le bonheur tranquille d'une famille unie par l'amour véritable. Dans les registres de Margate, l'histoire officielle ne mentionnait qu'un tragique accident de chasse ayant coûté la vie à William Millman en juin 1888. Mais dans les mémoires de ceux qui avaient vécu ces événements, cette saga restait un rappel poignant que les choix ont des conséquences, que la lâcheté finit toujours par rattraper ceux qui la pratiquent, et que parfois, les plus grandes tragédies peuvent donner naissance aux plus belles rédemptions. Mary avait trouvé sa paix. William avait payé le prix de ses erreurs. Et quelque part entre Halifax et l'île du Prince-Édouard, une petite fille nommée Elizabeth grandissait en ignorant le drame qui avait marqué sa naissance, protégée par l'amour de ceux qui l'entouraient et par la sagesse d'une mère qui avait choisi le pardon plutôt que l'amertume. L'affaire troublante et sinistre de Mary Tuplin était enfin arrivée à son terme, non pas dans le sang et la vengeance, mais dans la guérison et l'espoir d'un nouveau commencement. Que pensez-vous de cette histoire? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas troublant. Voulez-vous plus d'histoires de terreur qui mêlent histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. Nous nous retrouvons dans le prochain cauchemar.